C'est au restaurant Le Lys d'Or, à Paris, que nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Xu Bo et Alain Frachon. Nous allons parler du livre intitulé « Au commencement et des Shanghai » que Xu Bo vient de publier aux éditions Sidney-Laurent. Universitaire, essayiste, ancien diplomate, ancien commissaire de l'exposition universelle de Shanghai 2010 et conseiller stratégique à l'UNESCO, Xu Bo est aussi le président fondateur de l'association Les Amis de Wu Jianming. Quant à Alain Frachon, grand nom du journalisme français, il a été le directeur par intérim du journal Le Monde. Aujourd'hui, il travaille comme chroniqueur du Monde. Maintenant, revenons au titre de votre livre, Au commencement et des Shanghai. Pourquoi ce titre? On a longuement discuté l'esprit shanghaïen, c'est parce que Shanghai, dès le départ, c'était une ville-port. Elle a été forcée de s'ouvrir à cause de la défaite de la quête de l'opium, on a bien mentionné. Après, les Occidentaux viennent. Après, c'est le dialogue de culture. Après, c'est une ville ouverte, c'est une ville de commerce. C'est une ville ouverte, tout simplement. Et on a d'abord la première, comment dirais-je, l'industrialisation chinoise, commençant par Shanghai. Nous avons le premier chantier naval, le premier arsenal, le premier studio de cinéma, le premier département store, c'est-à-dire un grand magasin, Lafayette. On a le premier café, on a le premier bar. On a le premier banque. De style occidental. Tout est. Puis la naissance du Parti communiste. Voilà. Donc Shanghai cumule beaucoup de premières chinoises en fait. Oui, à la fois matérielles, à la fois spirituelles. N'oublie pas qu'il y a des universités montées par les Français, très connues. Ça est devenu l'université médicale de Fudan, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi les Américains, St. John's, qui a formé des grands élites chinois. Donc tout le monde est là. Donc Shanghai est vraiment le trait d'union entre la Chine et l'Occident. C'est pour ça que. C'est le trait d'union. C'est pour ça que naturellement, quand on a ouvert la porte, il y a de l'Occident qui entre, il y a des Chinois qui sortent. Même l'histoire. C'est comme ça que Alain Frachon est allé à Shanghai, n'est-ce pas? Et voilà. Quand on est chevalier ouvrier, c'est comme ça, donc ça commence. C'est pour ça que le titre il est un peu ambitieux, un peu prétentieux. Mais je pense que. Il est shanghaïen. Mais c'est normal. Le premier voyage à Shanghai, ça remonte à quelle année? Je crois que c'était en. Attendez, je ne dise pas de bêtises. 2005, je pense. 2005, 2004 ou 2005. Une première fois. D'ailleurs, la première fois où j'ai été en Chine continentale, c'était, j'ai l'avion, j'ai pris Paris-Shanghai. Bah, c'est bien. J'ai pris Paris-Shanghai, après j'étais à Pékin. Après j'étais à Pékin. Vous êtes resté combien de jours à Shanghai? Oh, j'ai dû rester cette fois-ci une bonne semaine, 8 jours, 8-10 jours. 2005. Je suis revenu pour des plus courts séjours, malheureusement pour des plus courts séjours. Mais c'était un voyage de presse? C'était un voyage. La première fois, j'écrivais un livre avec un de mes collègues, amis et confrères, donc, qui est mort depuis, Daniel Vernet, hélas. Et on faisait un livre sur les relations entre la Chine et les États-Unis. Et on a commencé à Shanghai, on a visité le grand centre d'études américaines de Fudan, notamment. On a visité les journaux, on a parlé avec plein de gens à Shanghai avant d'aller à Pékin. Et après, je crois qu'il faut voyager en train en Chine, c'est mieux que l'avion, je trouve ça. Ça prend plus de temps, même si les trains vont très très vite. Et après, j'ai pris le train pour Pékin. J'ai été au moins 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois à Shanghai depuis. Mais tu n'as pas connu Shanghai avant? Je n'ai pas connu Shanghai avant, sauf dans les romans d'André Malraux. D'accord, mais c'était avant la réforme, ça tu n'as pas connu. C'est mon enfance, tu n'as pas connu. Après les années 80, 90, c'était. Je n'ai pas connu cette incroyable ville. L'histoire de la communauté juive de Shanghai est inimaginable aussi. L'histoire de ces communautés européennes est elle aussi invraisemblable. Et Shanghai a gardé tout ça. Shanghai n'a pas éliminé. En fait, c'est une ville cosmopolite. Très cosmopolite. C'est une ville on très. entend toutes les langues, on rencontre toutes les races. Absolument. Mais... Et toutes les architectures aussi. Très cosmopolite. Tout à fait. Non, absolument.
Et votre deuxième voyage, c'était en quelle année? Alors là, ça devait être pas très longtemps après. Écoutez, je sais plus, je me souviens plus. C'est qu'un trop voyage de des presse dates. ou Oui, aussi j'étais pour travailler. Non, je n'ai jamais été vraiment, en vacances, ça n'a pas vraiment de Touriste, sens ouais. pour moi. Mm. Mais on est toujours un touriste quelque part. C'est ça. Donc j'ai toujours été aussi un touriste. Observateur. Voilà, observateur. Ouais. Voilà. Quand vous avez visité Shanghai pour la première fois, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Alors ce qui m'a le plus frappé, si vous voulez, en voyage toujours avec ses lectures, n'est-ce pas? Exactement. En voyage avec ses lectures. Alors, moi, j'ai lu les grands romans d'André Malraux sur la guerre civile, la bataille entre les nationalistes et les communistes. Alors, ça se passe beaucoup à Canton et à Shanghai. Donc, j'ai lu tout ça. Et après, j'ai lu, en 1949, à la victoire des communistes sur les nationalistes de Chiang Kai-shek, j'ai lu L'arrivée, un récit magnifique dans le journal Le Monde d'ailleurs, en 1949, sur l'arrivée des troupes de Mao Tse-tung sur le Bund. En effet. Ouais. Hein, Ça, c'est un passage. un passage Vous extraordinaire. pouvez raconter parce que Et ils viennent, c'est alors quelque voilà, ce sont des jeunes soldats Oui. qui viennent de la campagne, Ouais. qui ont le teint très allé, des gens qui travaillent dans les champs, ils ont un teint plus sombre que les gens de Shanghai. Ils n'ont jamais vu tant de richesses, Ouais. ils n'ont jamais vu des banques, des bâtiments comme ça, et ils regardent ça avec énormément de respect. Il n'y a pas C'est du ça. tout de vandalisme. C'est Ouais. ça. Il dormait sur la rue. Oui. Ouais. Il dormait. Et alors, Les Shanghaïens étaient très émus quand ils ont découvert autant de jeunes soldats qui dorment il dans n'y le a pas eu, je crois qu'il n'y a pas eu de combat parce que les troupes nationalistes étaient parties déjà à Canton, et d'où elles partiront pour Taïwan, pour Taipei. Et donc je vais tout de suite sur le Bund, immédiatement, pour voir à quoi ça ressemble, cette grande architecture de banques, de compagnies d'assurance, matinée d'architecture chinoise. La marque chinoise est aussi, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la marque chinoise est omniprésente. Dès le début, la marque chinoise est omniprésente. On ne se trompe pas. On n'est pas à Londres ou à New York. Ça ressemble à Londres et New York. Et ce n'est pas Londres et New York. D'autant Ouais. plus qu'au milieu de la grande ville de Shanghai, je m'en souviens, là je parle en tant que quelqu'un qui est né à Pékin. Voilà, donc ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'au milieu de la ville de Shanghai, il y a un palais impérial. Ouais. C'est là qu'on se La dit, ben cité, voilà, on ouais. est à Shanghai. On est à Shanghai. Ouais, bien sûr. Oui. Ouais. Ouais. Et Ouais, donc, ouais. Jardin vu. Extrêmement joli. Oui, On c'est retrouve très les beau. cuisines de toutes les villes, Ouais, toutes ouais, les grandes villes ouais. chinoises. Mais C'est Donc j'ai été complètement voir ça d'abord. Ouais. Et puis ensuite, je suis monté tout en haut d'un immeuble pour aller dans un bar, tout en haut d'un immeuble, et j'ai regardé Pudong. Ouais. Et là, on sent, on respire toute la puissance économique et financière de la Ouais. Chine. C'est Et ça. on imagine un peu l'organisation, Ouais. etc. Et j'habitais un petit hôtel Ouais. sur le Bund, sur Ah, le bord du, voilà, sur au extrêmement bord du Bund, dans une ancienne poste, un ancien bureau de poste. Il avait été aménagé dans un petit hôtel là, très, très bien, pas un hôtel de 5, 6, 7 ou 8 étoiles, je ne sais pas un Hilton, pas un grand hôtel de Shanghai, mais c'était très, très, très agréable. Et ensuite, j'ai habité un autre hôtel dans Shanghai, dont malheureusement j'ai oublié le nom. J'ai cherché hier soir le nom en pensant et je ne l'ai pas retrouvé. Ouais. C'est dommage pour le parce que... C'est du côté de la partie européenne, dans la Oui. concession. Une petite rue. Ouais. C'est une ancienne maison, Ouais. et qui est une ancienne grande maison d'un riche chinois. Et voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé le nom. Ça ne fait rien, tu J'ai reviendras. été 2 fois dans Tu ce reviendras. hôtel. Mais je pourrais le retrouver en marchant. Ouais. Ça, Mais Voilà. c'est dommage pour le gérant de l'hôtel, n'est-ce pas? Ça lui ferait une superbe pub. Voilà. bien sûr. Mais j'ai un très mauvais souvenir aussi à Shanghai, Ouais. notable, c'est que là c'était une visite organisée pour quelques journalistes européens, je crois, ou américains, on était 5 ou 6. Et à un moment, notre guide shanghaïen, très fièrement, nous dit « Nous allons monter tout en haut de la tour la plus élevée, Ton père d'Orient. la Perle d'Orient. Perle d'Orient, oui. Et alors, tout le monde est très content, sauf moi, parce que moi je souffre du vertige. Ah,
Et alors, je me dis, bon, je vais y aller quand même, je vais y aller. Et donc, je suis monté tout en haut de la tour, de la Perle d'Orient. Alors, déjà, je n'étais pas rassuré. Et quand vous sortez de l'ascenseur, il y a eu un Shanghaïen qui a eu cette idée folle de faire un plancher en verre. Ah oui. Et donc, c'est à la mode, voilà, c'était à la mode, une mode stupide. Oui, bien sûr. Ça te fait peur. Oui, tu as l'ascenseur, tu marches dans le vide. ça vous a fait peur? Ça m'a fait peur, donc je suis redescendu, on a déjeuné. Je suis redescendu avec les autres. Non, c'est toute la visite. Il voulait rester très longtemps, et je suis resté très longtemps. J'ai fait toute la visite, et après je suis redescendu, et j'ai bu un verre au restaurant, d'un excellent alcool de riz, très riche. Oui. Montraine, une des meilleures marques. C'est pas Montraine? Probablement. C'est pas le meilleur. Pour récupérer après cette épreuve. Vous avez pu récupérer quand même? J'ai récupéré, Ouais. je crois. La preuve que tu es là. Oui. Peut-être c'est des Vous êtes là, donc... Oui. Alors, Voilà. après cette plongée dans le passé, nous allons revenir au présent. Nous avons tous vécu de près ou de loin le confinement de Shanghai. Ouais. Alors, Chipo, comment va votre maman? Ma maman, elle va très bien, Oui. mais elle est confinée, donc elle ne peut pas, c'est une dame, elle est battante toute sa vie, et elle voulait sortir, Plus souvent, oui, se promener, mais dans des conditions compliquées, parfois elle ne peut pas, mais elle est très disciplinée. Elle est très disciplinée, mais c'était, je pense, un moment très compliqué pour les Shanghaïens. Je suis ici, je ne veux pas répéter toutes les souffrances que mes compatriotes, ma mère, mon père, mes sœurs ont vécues, puisqu'il y a tant de témoignages dans la presse française. Mais honnêtement, je suis vraiment désolé. Je sens même un peu honte comme le Shanghaïen. Comment une ville savante, comment l'esprit shanghaïen ne fonctionne pas. Mais si je peux te donner la réponse, c'est que le contrat social a été cassé parce qu'on n'a pas très bien compris. C'est une ville tellement vulnérable. On ne peut pas remplacer le mécanisme du marché par un mécanisme dirigeant, directif, c'est-à-dire que dirigiste, c'est-à-dire que le gouvernement local pense que moi je s'occupe de tout. Une fois confiné, c'est moi qui donner de manger, c'est moi qui reste tout ça. Mais on ne peut pas, une ville s'agit de 25 millions d'habitants. Il y a des expats étrangers. C'est pas ça, hein. Donc c'est pas quelque chose qui est, à mon avis. Moi, je suis de loi, ça fait 3 ans que je ne suis pas retourné. C'est une tristesse totale. Mais j'essaie de comprendre. Si les Shanghaïens, l'esprit shanghaïen qui prévaut, ça ne peut pas être ça. Mais petit à petit, je pense que l'esprit shanghaïen revient. Puisque maintenant ça gère bien, il y a le compromis, il y a le dialogue entre les habitants qui sont confinés et le comité des quartiers, il y a le dialogue, ouais, c'est très drôle, mais ça fonctionne. Personnel, je pense que dans un moment si particulier de l'histoire de la Chine, même de l'histoire du monde, je fais référence au confinement de Shanghai. Et là, il va falloir peut-être penser qu'il faut trouver un compromis entre l'esprit shanghaïen et l'esprit shanghaïen, l'esprit chinois par exemple. Oui, c'est-à-dire que dès le départ, les Shanghaïens sont très mal compris. Les internautes chinois du Nord, c'est-à-dire en reste en dehors de Shanghai, disant que vous êtes particulier. Oui, en effet. Pourquoi vous faites comme ça? J'ai eu cet écho-là. Tout le monde peut subir le confinement. Pourquoi vous ne pouvez pas? Est-ce que vous n'êtes pas chinois? Quel est le sens de patriotisme? Quel est le sens de discipline? Même les Pékinois, excusez-moi, ils disent que les Shanghaïens sont très particuliers. Dans toutes les villes chinoises, tout le monde est discipliné. Les Shanghaïens doivent se plier à la discipline. Oui, regardez ces accusations ou les reproches, moi je l'accepte très volontiers, mais regardez, par définition, ce virus, cette maladie, la pandémie, doit être gérée par les scientifiques, par l'esprit scientifique. Donc on doit faire l'appel aux scientifiques. Donc les Shanghaïens croient beaucoup ce côté scientifique. Donc ils discutent, c'est pour ça qu'ils sont des gens difficiles. Hein. Quand vous confinez les gens du chien, je me rappelle bien quand, c'est aussi un lancement de mon livre à la Chambre du commerce de Paris, quelqu'un qui a levé la main, il est de chien, c'est aussi un ami.
il a Je connais ce pays-là. Oui, en chien, tout le monde obéit, on donne le destin à l'autorité. Oui, mais finalement, ce garçon, il m'a dit que c'est les surveillants qui ont raison. Pourquoi on donne le destin à l'autorité qui ne sait pas gérer? Donc, moi, je pense que, au fur et à mesure, puisque on est là pour savoir est-ce que l'esprit champagien qui s'applique dans le reste de la Chine, à mon avis, oui, parce que ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui préconisent une solution scientifique. Moi, je pense que pour gérer la pandémie ou tous les problèmes sociétaux, c'est plutôt ce côté de dialogue, ce côté de contrat social. Répondez aussi, ma mère, moi je dois aussi dire, je dois rendre hommage à ma mère, elle sait que je suis avec vous, je lui dis que je pars. Je n'y manquerai pas, merci, super, merci Anna. Elle a 90 ans, elle descend maintenant avec sa petite canne. Tous les jours, quand j'en vais le matin, il fait 40 degrés. Mais elle a le courage de marcher. Oui, il y a certains jours. Hein. Mais pour ma mère, il faut regarder en avance. Il faut se compatibiliser. Donc l'esprit champagnen, c'est deux côtés. Un côté de résilience, de résistance, représenté par ma mère. De l'autre côté, ce sont des gens qui réfléchissent. Moi, je pense que ce côté de réflexion, le côté de sagesse, l'intelligence humaine, c'est très important. À votre avis, quand est-ce que Shanghai va souffrir? Quand est-ce que la Chine va souffrir? Ah, bah ça, c'est une grande question. J'ai eu un ami que je n'ai pas vu depuis 3 ans. Il m'a dit que ça fait plusieurs années qu'il n'est pas sorti, donc il m'a retrouvé. C'est d'abord été chez moi. Moi, j'étais pas malade. C'est vrai que tu le rencontres. On a beaucoup discuté. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert. Mais je pense que Shanghai ou la Chine va souffrir très prochainement. Je n'ai pas l'agenda, mais mon agenda. Shanghai est déconfiné ou Shanghai est déconfiné, beaucoup de villes déconfinées, mais il y a encore des cas répétitifs. Donc quand vous avez un cas répétitif, oui, donc on n'est pas sûr, on s'affole. Quand les gens s'affolent, c'est une contamination. Même si c'est un cas qui n'est pas très méchant, mais on prend au sérieux. Tout est proportionnel. Hein. Vous avez mobilisé toute la ville pour localiser quelques cas. Il y a le pour, il y a le contre. C'est de vous gagner la vie, mais vous allez perdre l'économie. Donc maintenant, je pense que ça va. C'est de l'État, c'est les grands géologues qui va récupérer tout ça. Mais pour moi, avant la fin de l'année, ça va souffrir normalement. C'est pour ça que je compte retourner, parce que ça fait 3 ans que je suis pas retourné. Et puis je dis encore un mot. Croisez les doigts, non? Oui, je croise les doigts. Oui. Encore une fois, parce que les spectateurs de votre chaîne qui nous regardent, moi je pense que Shanghai va rebondir, ce qui est très important. Mais c'est ma conviction. Pourquoi optimiste alors? Non, c'est pas optimiste pour optimiste. Tout le monde est optimiste. Ma mère est optimiste, je suis optimiste. Mais il y a la raison qui vous arme, qui vous soutient. C'est l'esprit. Ce sont des gens. Merci. Ce sont des gens impatables. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens travailleurs. Dans mon livre, j'ai raconté beaucoup de cas des petits champagiens. Pour eux, c'est le rêve champagien. Donc, dans la vie, il y a des exceptions, ils ne sont pas contents, mais peu importe. C'est ce rêve champagien qui unit. Shanghai, c'est une ville de paradoxe. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2021. J'ai beaucoup raconté. Mais finalement, c'est l'esprit champagien. Ce sont des gens savants, travailleurs, disciplinés et motivés. Ce côté de réussir qui est très fort. Très, très fort. Alors, rendons hommage aux Shanghaïens. Maintenant, une question qui est beaucoup plus liée, on va dire, à la situation macroéconomique. Comment voyez-vous la relation entre la France et la Chine dans ce contexte de Covid-19, Alain Fauchon? Ça ne rend pas les choses faciles, naturellement. Les Européens, les Français comme les Européens ont eu une politique vaccinale qui, avec le temps, s'avère excellente, enfin pour nous en tout cas. Et alors, il ne faut pas se cacher, on entre dans une
période sans doute pas forcément de récession économique, mais en tout cas de stagnation. On ne va pas avoir une forte croissance en 2022 ni en 2023. Non. Alors, se cumulent ici plusieurs effets. L'effet Covid, l'effet guerre en Ukraine, l'effet hausse des prix de l'énergie qui précède d'ailleurs la guerre en Ukraine, mais que l'Ukraine a exacerbé. Et donc, voilà, il peut y avoir des difficultés ponctuelles, mais pas très sérieuses, je crois. L'approvisionnement énergétique, pas très sérieuse. Mais enfin, en tout cas, dans un pays comme la France qui ne dépend pas véritablement du gaz pour 20% seulement de sa consommation, donc le reste, il y a toutes les autres ressources, mais essentiellement le nucléaire. Donc écoutez, voilà, je ne pense pas non plus qu'il faut tomber dans le catastrophisme. Voilà, il se peut, il y a même beaucoup de chances pour que l'hiver soit clément, ne soit pas très froid. Ouais. Donc voilà, aucune ville européenne, aucune ville française n'a été obligée en ce moment de fermer les vitres, de diminuer sa consommation d'électricité, par exemple, ou alors de façon marginale. Donc voilà, donc c'est sûr qu'on ne va pas être dans une période de forte croissance. On a de l'inflation, elle est due à la hausse des prix de l'énergie, il y a la guerre, il y a le fait que la Chine n'est pas en croissance, et nous le sentons immédiatement. Si vous voulez, il y a le fait que la Chine n'est pas en croissance. On voit bien que les Chinois épargnent en ce moment. Les Chinois font attention, que les Chinois consomment moins. Et avec raison. Et avec raison, sûrement. Donc, voilà, mais il faut éviter d'être euphorique, mais il faut éviter d'être aussi apocalyptique. Ça n'a pas de sens, d'être apocalyptique. Ça n'a aucun sens. Mais si vous me dites que ça va être une année de croissance, je vous dis non, Camille. Ça ne sera pas une année de croissance. Encore une fois, il faut savoir raison garder, n'est-ce pas? Mais comment voyez-vous le nouvel ordre qui s'installe dans ce monde post-Covid, suppose? Moi, je suis plutôt inquiet, puisque avec les radicaux, partout dans le monde, il y a le populisme, il y a le nationalisme. Regardez, il suffit d'ouvrir la télévision, la presse, tous les jours, on parle de ce duel entre les Américains et les Chinois, c'est la guerre ici, et ce duel aussi entre les gouvernants et le gouverné. Regardez la presse française, regardez comment les gens sont déçus vis-à-vis des gouvernants, c'est partout. Ce nouvel ordre post-Covid, tout le monde en parle. J'ai posé la question aussi à ma mère, elle ne connaît pas, mais elle est trop savante, mais elle m'a répondu. La vie comme avant, il n'y a pas de grand changement. Il faut regarder les fondamentaux de la vie. Moi, je pense que souvent on est allé trop loin, on s'inquiète pour cette forme de nouvel ordre qui soit déjà installée sans que nous le savions. Mais parlons de nouvel ordre, parlons de la vie. L'essentiel de la vie n'est pas changé. Parce que le peuple a besoin de réussir, surtout le peuple chinois, surtout les Shanghaïens. Moi, je pense que les Français aussi. Tout le monde a besoin de réussir. Tout le monde a besoin de la paix. Moi, je pense que la globalisation se poursuit, malgré les courants anti. Et la relation sino-américaine aussi. Parce que les politiques qui veulent emmerder la Chine, il y a tous les 3 jours la loi adoptée par le Congrès américain, mais ça tout le monde le sait. Mais quand vous posez la question aux entrepreneurs américains ou le peuple américain, ils veulent s'entendre avec la Chine. Le consommateur aussi. Sans la Chine, le produit va augmenter. Moi, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs français. Ils me disent qu'ils ne veulent absolument pas être impliqués dans ce duel sino-américain. C'est très mauvais pour eux. Ils aiment la Chine, ils aiment surtout travailler avec les Chinois. Moi, je pense que, Alain, c'est à toi, c'est à moi, c'est tout le monde. On va essayer de préserver cette passerelle entre le peuple. On est là pour entre le peuple. Et comment? Alors, vous êtes d'avis que les peuples français et chinois doivent se mobiliser pour garder les contacts humains. Comment? Moi, j'ai des propositions, peut-être. Commence par vous, après. Oui. Monsieur Frachon va donner son avis. Bien sûr, je vais réfléchir, parce que nous sommes déjà à la veille du 60e anniversaire de la relation diplomatique, fondée par le général de Gaulle. Figurez-vous, d'ici 1 an et demi, c'est déjà 60e anniversaire. Pour nous, les Chinois, c'est important. Ça fait un cycle. 60, c'est un cycle.
Et nous devons garder cette passerelle entre les peuples. Or, d'après ce que j'ai constaté, c'est pour ça que c'est un peu le motif de mon livre là. Moi, je pense que moi, j'emmène les Français de regarder avec un aspect plutôt sociologique, urbanistique et anthropologue ce qui s'est passé à Shanghai, ce qui s'est passé en Chine. Comprendre Shanghai, c'est pour comprendre la Chine. Bien sûr, vous pouvez très bien juger la Chine par ce côté géopolitique ou idéologique. Ça, c'est l'un des aspects. Il y a la multiple facette dans la vie. Il ne faut pas, comme les Français disent, voir un arbre pour cacher la forêt. Hein, l'arbre caché de la forêt, c'est normal. En Chine, on dit c'est les aveugles qui touchent l'éléphant. Donc chacun qui se fantasme la forme de l'éléphant. Qu'est-ce qu'on fait? On vit dans notre village global. On est condamné de vivre ensemble. Ce côté vivre ensemble, c'est les Shanghaïens. Les Shanghaïens parce qu'il est entre les deux. Les Shanghaïens savent négociation, compromis, ne pas voir les choses d'une manière linéaire. Le compromis, négociation, essayons de comprendre l'intérêt des autres, capter cette passerelle, parce que c'est un peuple qui est formidable. J'aime les Chinois, j'aime ma mère, mes soeurs, mon père. L'histoire des Chinois est formidable. Celle des Français, c'est pareil. Mais il faut que les deux peuples rencontrent. Comment ils rencontrent? Il faut avoir des passerelles. Moi, je pense que organiser plus de conférences, de forums, je ne sais pas, par des moyens très concrets. Oui, mais c'est-à-dire que de regarder la Chine hautement, pas des forums ici à Paris, je ne critique pas, hein, mais répétitifs. Ce sont des forums qui sont plutôt idéologiques ou géopolitiques. Et quel forum proposez-vous concrètement, support? Entre les artistes, entre les entrepreneurs. Ouais. Moi, je préconise de lancer une journée d'amitié franco-chinoise à partir de l'année prochaine, tous les ans. J'ai déjà contacté pas mal d'amis. Tout le monde est d'accord. J'ai aussi parlé avec des amis chinois. Et on n'a pas ce genre de journée. Moi, je propose plutôt fin juin, parce que fin d'année, c'est le Nouvel An chinois. Donc, entre Nouvel An chinois, vous avez une pause. Donc, avant les vacances. Donc, vous êtes en train d'annoncer un scoop, support. Ah ouais, mais je fais une publicité. Vous allez vous joindre à support pour cette journée. Non, moi, je suis journaliste, donc voilà, je suis un observateur. Comment c'est Je n'ai rien contre le fait de... Au contraire, je pense que c'est essentiel de maintenir des passerelles, surtout dans les moments de conflit. C'est ça. Mais en même temps, il faut regarder les conflits en face. Nous avons des divergences profondes. Ouais, moi, je suis profondément attaché à la démocratie libérale et à l'état de droit tel que nous le concevons, nous, ici, depuis pas si longtemps d'ailleurs que ça. Depuis pas très longtemps, mais j'y suis attaché. Et ce sont des batailles comme mes parents, mes grands-parents, donc j'y suis très attaché. Et nous sentons une bataille idéologique assez forte pour nous dire non, l'avenir c'est l'autocratie, l'avenir ce sont les systèmes autocratiques éclairés par exemple. Nous disons non, nous voulons bien développer des relations, mais nous ne renoncerons pas à notre conception de la démocratie libérale. Nous ne voulons pas forcément l'imposer à tout le monde. Donc si vous voulez les passerelles, c'est très bien. Mais regardez la réalité en face, mettre sur la table que nous avons des conflits de fond, c'est aussi très important de regarder ça en face. Voilà la manière dont vous parlez de la démocratie libérale. Voilà la manière dont nous parlons de la Chine. Vous nous caricaturez. Vous me caricaturez. Je vous caricature aussi. Et donc, c'est cette complexité de la situation qui nous attend. Et ce n'est pas la peine d'essayer de la fuir. Elle sera complexe. Elle sera difficile. Je crois, comme Choupo, que la mondialisation ne va pas s'arrêter. Elle est portée par la technologie, beaucoup plus que par une décision politique. Elle est portée par la technologie. Elle intéresse autant Wall Street que Paris, que Londres, que Shanghai, que la bourse de Shanghai. Et donc ça ne va pas. Il n'empêche, nous avons des conflits de fond. Nous ne pouvons pas les cacher. Ça ne sert à rien. Et il faut savoir les regarder en face pour trouver des compromis. À un moment ou à un autre, il en faudra. Oui, moi je pense qu'elle a raison de mentionner ce côté idéologique ou, comment dirais-je, plutôt
politico-idéologique, parce que c'est la réalité, c'est en France. C'est la réalité. C'est-à-dire on ne peut pas fermer les yeux. Mais ceci dit, comment mener cette discussion? Moi, je pense que le monde, il faut des passerelles. Oui, il faut des passerelles. La diversité de gouvernance, il est vu comme le monde depuis toujours. La Chine est un pays comme ça, la Chine est toujours gouvernée comme ça. On ne peut pas changer la Chine du jour au lendemain. Moi, je suis content que Deng Xiaoping a ouvert la porte dont les Chinois ont pu sortir. On ne peut pas non plus changer l'Occident. Je suis plutôt le produit de globalisation. Je suis très heureux, Camille aussi. Imaginez dans mon livre, il y a 40 ans, un petit garçon qui travaille dans un restaurant, il a échoué 3 fois pour le parquet chinois. Ouais, il est fichu là. Il est fichu, mais après, il a le restaurant de la coopérative. Oui, tout petit. Oui, dans ce livre. Oui, j'ai raconté. Oui. Mais c'est paisible, tu vois. C'est grâce à votre mère. Hein. Oui, l'esprit de ma mère. Oui, c'est ça. Je suis très reconnaissant à la vie que ma mère m'a donnée, à sa merveilleuse rencontre de simulation. Mais ceci dit, le monde il est complexe. Et je sais que vous, les cartésiens, vous regardez les choses noir-blanc, et les Chinois, c'est plutôt regarder les choses dans la globalité. J'ai expliqué les Shanghaiens, parce que nous sommes des adeptes de la médecine chinoise. On voit les choses en ensemble. Hein. On ne résout pas le problème tout de suite, c'est plutôt la balance, l'harmonie. On peut coller de l'harmonie. Pourquoi l'Occident et la Chine ne peuvent pas s'entendre? Moi, je pense que c'est un problème des courtiers, c'est-à-dire les passeurs, c'est les gens, les négociateurs, les diplomates, les journalistes comme vous. Moi, je suis plutôt dans le philanthropisme maintenant. C'est à nous de préparer le terrain d'entente, de dialogue. Vous allez faire prévaloir votre valeur, démocratie, vous avez tout à fait raison, vous avez combattu depuis des siècles. Moi, je connais très bien. Voilà, je suis un admirateur de ça. Moi, je suis un enfant, fils de la civilisation chinoise. Je comprends la réalité chinoise. Laissez sans école se rivalisent à qui mieux. Il faut discuter. Ça, c'est la démocratie, le débat démocratique. Là, pour l'instant, on manque l'esprit changagien, c'est-à-dire juste le milieu. On est trop radical. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que je veux imposer chez vous, et vous allez nous imposer chez vous. On ne peut pas imposer l'un l'autre. Il faut avoir un terrain d'entente. Je ne sais pas, Camille, comment tu sens du juge les choses. Moi, je pense qu'entre la France et la Chine, notamment la classe moyenne ou la classe intelligentielle, doit comprendre l'enjeu, c'est de s'entendre ensemble. Sans s'entendre ensemble, vous savez, moi, je pense que c'est très dangereux pour le monde globalisé. Comme j'ai lancé, c'est pas facile, hein. Comme j'ai lancé, vous le savez tous les deux, l'association de Jimmy. Jimmy, c'est quelqu'un. Il faut lire ça. Il faut lire ça. Ouais, mais vice-versa. Vice-versa, pour comprendre la France, il faut lire aussi mon autre livre en chinois. Il y a un an, il est publié dans une très grande édition chinoise. Ça s'appelle La Société française en transformation. J'ai lancé l'association de l'ami de Jimmy. Moi, j'essayais de suivre les pas tracés par Jimmy, c'est-à-dire parler authentiquement, véritablement, aux Français de la Chine. Et parler aux Chinois aussi, objectivement, de la France aux Chinois. Ça, c'est très important. Il faut que les deux côtés se rencontrent. Sans les passerelles, on ne se comprend pas. C'est la fin. Alors, c'est compliqué. Une question très terre à terre. Hein. Là, je vois qu'il est midi passé de 9 minutes. Après, ce thé et notre discussion autour du thé, on va passer à table tout de suite alors. Donc, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à votre maman, hein, même en français? Maman ne comprend pas le français, mais je l'appelle tout à l'heure. Je vais lui dire que je suis avec vous. Je parle d'elle, je parle de Shanghai, je parle de 25 millions Shanghaïsiens. Je suis très fier en tant que leur fils. Je pense que dans ce moment très compliqué dans la vie, on parle des choses avec l'esprit saint, plutôt de Gaulle. Hein. Donc je pense que De Gaulle, c'est vraiment une référence très forte. De Gaulle, c'est le fondateur de la relation franco-chinoise. De Gaulle regarde ce monde de complexité avec l'esprit simple. De Gaulle préconise l'indépendance. De Gaulle veut que la France soit une puissance d'équilibre. J'espère, les Français, surtout les téléspectateurs nous regardent, de regarder ce monde de complexité avec l'esprit
d'indépendance, qui est très français. Alain Frachon, un mot pour conclure? Eh bien, un mot pour conclure, il n'y a pas de conclusion, la vie continue. Parce que je regarde Notre fiction. parce que ce débat et en tant que Shanghaïen, Voilà. reste optimiste. Vous êtes français, Shanghai. Voilà, 100% parisien, pratiquement, je suis très français quand j'ai longtemps vécu à l'étranger et quand j'arrive quelque part, je dis tiens, voilà le français. Donc je suis très français, très parisien aussi, et ça se sent un peu dans l'accent quelquefois. Voilà, mais voilà, écoutez, non, Shanghai vous apprend l'optimisme aussi. Ouais, moi je pense.